Le 12 octobre 2004, après avoir dîné, Yasser Arafat est pris de fortes douleurs intestinales et de vomissements. Un mois plus tard, le 11 novembre très exactement, il y a 10 ans jour pour jour, il meurt à l'hôpital Percy de Clamart en région parisienne. Curieusement, les médecins français sont incapables d'expliquer les causes du décès du chef indépendantiste palestinien. Mort naturelle ou assassinat, Emmanuel Faux a enquêté. Il est le grand témoin de 64 minutes. Bonsoir Emmanuel Faux. Bonsoir. Vous êtes l'auteur de ce livre, L'affaire Arafat, l'étrange mort du leader palestinien. Ça paraît aux éditions L'Archipel. Vous êtes rédacteur en chef adjoint à Europe 1, chez nos confrères d'Europe 1. Alors, vous revenez scrupuleusement sur les derniers jours de l'ancien président de l'autorité palestinienne. Vous êtes le seul journaliste à détenir le dossier médical de Yasser Arafat. Que nous apprend ce document ? Ce document nous apprend que, à la fois, les médecins n'ont pas été en mesure d'expliquer la raison originelle de la mort d'Arafat le 11 novembre. Il décède d'une hémorragie cérébrale, mais on n'arrive pas à donner l'explication médicale de fond. Et en même temps, quand on le lit de plus près, on y découvre que les symptômes qu'Arafat a développés durant ce mois dont vous parliez, entre le moment de sa première grave crise intestinale du 12 octobre à Ramallah et son décès le 11 novembre, il y a notamment ce que les médecins appellent, je reprends l'expression mot à mot parce qu'elle est importante, une défaillance polyviscérale avec atteinte hématologique et rénale qui indique que nous sommes dans un cas d'intoxication possible, de toxines et non pas dans un cas de mort naturelle. J'anticipe sur ce que je vais vous dire tout à l'heure, mais en tout cas sur le fait que la thèse de la mort naturelle l'a déjà battue en brèche par les documents médicaux de 2004 et on ne l'a pas vu à l'époque. Alors empoisonnant ou non, la question n'est toujours pas tranchée, donc Emmanuel Faux, mais comment expliquer en 2014 que, avec les moyens que nous avons médicaux, scientifiques et techniques, on ne dispose pas aujourd'hui de plus d'éclaircies ? Parce que les médecins vous expliqueront que quand un poison n'est pas connu à l'avance, il ne peut être connu que de son inventeur et que seul souvent son inventeur détient l'antidote. Donc en 2004, on est dans cette situation par exemple par rapport au fameux polonium 210 dont on a parlé, qui a été détecté quelques années plus tard par la première expertise suisse sur les vêtements et sur les effets du raïs. Mais en 2004, il faut savoir que dans la nomenclature officielle de la gendarmerie nationale française, le polonium 210 n'existe pas. Il va apparaître à la faveur de l'affaire Litvinenko. Vous vous souvenez de cet agent russe qui est tué par empoisonnement en buvant une tasse de thé avec des agents russes qui le rencontrent dans un hôtel de Londres. Et ça se passe en 2006. Donc c'est en 2006 que l'hypothèse du polonium comme poison pouvant tuer un être humain apparaît officiellement et que le polonium apparaît donc dans le tableau. Les études ne disent pas tout à fait la même chose. L'étude suisse d'un côté, russe et française de l'autre. Il y a même une contradiction très étonnante entre les expertises françaises et suisses. Je mets de côté l'expertise russe qui a été faite un peu à la dernière minute et qui a été en plus politiquement réécrite par le cabinet du ministre Lavrov, donc qui est devenu un texte assez politique, je dirais, le rapport des experts russes. Mais entre Français et Suisses, là on parle de l'exhumation du corps d'Arafat en novembre 2012, donc il y a 2 ans, à partir des mêmes prélèvements qui sont distribués aux 2 équipes, on va avoir des conclusions antinomiques quasiment entre les Français et les Suisses. Et c'est très étonnant parce que les Français comme les Suisses constatent tous les deux la présence de polonium, les Suisses en quantité plus importante, les Français en quantité moins importante, mais ils travaillent sur moins d'échantillons. Et à l'arrivée, on a une conclusion, un raisonnement binaire des Français qui disent la dose de polonium constatée sur les os, cette fois-ci on parle des os et des tissus de la dépouille de Yasser Arafat, effectivement existe, mais ne nous permet pas de conclure à l'empoisonnement. Donc comme nous ne pouvons pas conclure à l'empoisonnement, nous concluons à la mort naturelle. Il y a un raisonnement binaire qui va surprendre même d'ailleurs leurs confrères suisses qui disent mais attendez, dans la science, on doit laisser les choses davantage ouvertes et on aurait dû laisser l'hypothèse de l'empoisonnement ouverte. Et les Français ne l'ont pas voulu. Les juges, on va peut-être en parler, qui sont en train de nourrir l'instruction à la suite de la plainte déposée par la veuve de Yasser Arafat, Souha Arafat, s'apprêtent sans doute à conclure début 2015 qu'effectivement la piste de la mort naturelle est la seule qui vaille. Alors il y a la science, il y a la médecine, Emmanuel Faux, il y a aussi la politique, la diplomatie dans un conflit vieux de dizaines de décennies. Une question sur cet aspect, qu'est-ce qui vous fait dire qu'il aurait pu être assassiné ?
D'abord, si vous voulez, j'ai voulu donner la parole à des médecins. C'est-à-dire que j'ai voulu quand même que la dimension médicale et scientifique soit mise en avant. Donc le dossier médical dont vous parlez, le rapport d'hospitalisation des derniers jours d'Arafat, puisque je publie dans le livre le récit, si je puis dire, de la maladie d'Arafat jusqu'à son coma et jusqu'à son dernier souffle, le 11 novembre 2004. J'ai fait relire ces documents par des grands médecins tout à fait incontestables, le professeur Marcel Francis Kahn, qui a dirigé le service de rhumatologie de Bichat, le professeur Amoura qui dirige le service encore aujourd'hui de médecine interne à la Pitié-Salpêtrière, François Bricaire qui est un de nos grands infectiologues qui, vous le savez, en ce moment mène une lutte très courageuse contre le virus Ebola en Afrique de l'Ouest. Et puis il y a ce qu'avait dit le médecin personnel d'Arafat, le docteur Al-Kourdi, aujourd'hui décédé, qui est un grand médecin jordanien qui a soigné les rois hachémites pendant plusieurs générations et qui donc, lui, comme les autres disent, nous avons le tableau clinique d'un homme qui ne peut pas être mort de sa belle mort. Donc la conclusion qui consiste à dire 75 ans, une santé fragile, un homme fatigué, cabossé par les épreuves et encore plus par la dernière épreuve du confinement à Ramallah, c'est une explication qui scientifiquement ne tient pas la route. Et puis il y a autre chose, si vous voulez, je vous en dirai un mot, c'est le contexte géopolitique dans lequel on se trouve. On va y venir peut-être, mais d'abord justement, puisque vous parlez de géopolitique, on peut d'ores et déjà commencer. Ce n'est pas anodin, c'est la France qui l'accueille pour le soigner. D'abord un acteur effectivement qui n'est pas anodin dans la région Proche-Orient. D'ailleurs, Jacques Chirac, dans votre livre, on apprend qu'il est surnommé Docteur Chirac. Oui, c'était un petit nom affectueux que Yasser Arafat utilisait à propos de Jacques Chirac. Bien avant, d'ailleurs, il a commencé à l'utiliser, je crois, au moment de cette visite très mouvementée de Jacques Chirac dans la vieille ville de Jérusalem. Vous savez, en 1996, lorsque Jacques Chirac est énervé par les services de sécurité qui l'empêchent de voir les vrais gens, les vrais commerçants de la vieille ville et qui empêchent même les journalistes qui l'accompagnent de travailler et où le président de la République de l'époque menace de reprendre son avion pour la France et d'abandonner sa visite en cours de route. Bon, c'était une expression qu'effectivement Arafat a souvent utilisée, parlant de Docteur Chirac, et qui prend une dimension tout à fait incroyable et très forte à la lumière de ces derniers jours et du fait qu'Arafat va mourir sur le sol français avec l'hospitalité de Jacques Chirac et de l'hôpital militaire Clamart. Alors, Slimane Zeguidour, notre éditorialiste, est avec nous sur le plateau de 64 minutes. Slimane, quelles ont été les conséquences politiques de la mort de Yasser Arafat ? Alors, il faut dire que la mort de Yasser Arafat a été précédée de celle de son partenaire le plus important et le plus crédible, qui était Yitzhak Rabin. L'assassinat d'Yitzhak Rabin a laminé le camp de la paix israélien. Donc, Yasser Arafat se retrouve face à Ariel Sharon, qui 30 ans plus tôt l'avait déjà expulsé de Beyrouth. Et Ariel Sharon avait hérité le processus de paix, mais n'en était absolument pas convaincu. Donc Arafat se retrouve seul, mais les conséquences surtout que sa disparition a provoquées dans le mouvement palestinien, d'abord l'éclatement, la mort du processus de paix, mais surtout l'éclatement du camp palestinien. Et aujourd'hui même, dans la cérémonie, dans le discours du 10e anniversaire de la mort d'Arafat, Mahmoud Abbas a utilisé une bonne partie de ce discours pour fustiger le Hamas. C'est-à-dire pour fustiger d'autres Palestiniens en les accusant d'avoir dynamité et mis des bombes dans des maisons de 15 dirigeants du Fatah à Gaza. C'est pratiquement du jamais vu. Jamais la division des Palestiniens n'est apparue de façon aussi évidente. Et si vous permettez, si je peux dire juste un mot symbole aussi de cette division aujourd'hui qui éclate au grand jour en ce jour anniversaire. Comme vous le savez, les cérémonies de commémoration de la mort d'Arafat n'ont pas pu avoir lieu à Gaza. Elles ont été annulées parce que le Hamas a expliqué qu'il ne pouvait pas garantir la sécurité. Et beaucoup de Palestiniens qui restent attachés à la figure d'Arafat, y compris à Gaza, ont dit on nous vole notre anniversaire. Donc vous voyez, on a quand même un symbole de la division de la famille palestinienne qui est très flagrant. Et ça, c'est une des conséquences de la disparition d'Arafat, parce que Arafat avait deux qualités. La première, c'était un courage physique à toute épreuve qu'il a montré pendant le siège de Beyrouth, de Tripoli. Ensuite, il avait une capacité d'incarner sa cause, son peuple, et avec son kéfier, sa barbe de 3 jours, il était devenu le symbole mondial d'un peuple sans territoire, sans État, sans souveraineté. Il lui avait donné une véritable existence. En plus, il incarnait, d'abord par son comportement, ses défauts, par ses qualités, il rassemblait pratiquement tous les Palestiniens. C'est le seul dirigeant musulman qu'on voyait dans les cérémonies de Noël
catholiques et orthodoxes, avec les patriarches, embrassant les patriarches, tenant la Bible. Alors, Slimane, il y a cette anecdote que vous connaissez bien entendu. George Bush, l'ancien président, face à Ariel Sharon, ex-premier ministre israélien aujourd'hui décédé. George Bush dit à Ariel Sharon, seule la main de Dieu le tuera. C'était au téléphone. Ariel Sharon répond, l'humain peut quelque chose, la main de l'homme peut aussi intervenir. Forcer la main de Dieu. Voilà, on peut forcer la main de Dieu. Vous consacrez un chapitre intitulé chapitre 11 précisément sur Ariel Sharon, l'obsession d'Ariel Sharon. Quelle est-elle, cette obsession ? Elle est effectivement d'en finir avec son ennemi de toujours, et comme Slimane Zeguidou vient de le rappeler, on remonte à de longues années et à Beyrouth dans le cadre de cette opposition. Et alors d'en finir, ça veut dire d'en finir politiquement, et ça d'une certaine manière Ariel Sharon y est pratiquement parvenu à partir du confinement à la Moukata. 2 ans au palais présidentiel de Ramallah, du siège de la Moukata, et d'en finir éventuellement physiquement, c'est-à-dire que par moment, et on en a des exemples multiples, Ariel Sharon évoque tout haut, ou avec ses conseillers proches, Dov Weissglas, qui était son bras droit, je le cite, et je l'ai rencontré dans le livre, également son ministre de la Défense, Shaul Mofaz, échafauder un plan qui pourrait conduire à la disparition et à l'élimination de physique. Et côté palestinien, on a évoqué les dissensions. Mais ces plans ne sont pas mis en œuvre, bien sûr. Côté palestinien, est-ce que vous avez là aussi, vous êtes posé des questions ? Sur des pistes possibles, mais bien entendu. Parce qu'il faut comprendre qu'en 2004, évidemment, l'ennemi officiel numéro 1 de Yasser Arafat, c'est Israël, c'est l'État hébreu et c'est le gouvernement Sharon, c'est évident. Mais en même temps, il a des ennemis à l'intérieur de la mouvance palestinienne. Et notamment ce Mohamed Dahlan, que je cite, dont on va peut-être dire un mot. Qui n'est pas du Hamas, mais qui est de la sécurité. Qui est du Fatah, qui est l'homme de la sécurité à Gaza, nommé, fabriqué, si je puis dire, par Yasser Arafat, qui est son homme de confiance dans les années 90, que l'on retrouve dans des négociations de paix à un très haut niveau, notamment à Camp David, qui est là. Avec les services spéciaux américains et israéliens. Absolument. Et qui petit à petit, si vous voulez, va nourrir une ambition personnelle, se baroniser un peu à Gaza et trouver que le temps commence à être long et qu'il faut penser à l'après Arafat. Et il le dit même dans une lettre que je publie à Shaul Mofaz, le ministre israélien de la Défense. Ne vous inquiétez pas, l'après Arafat, on s'en occupe, mais à notre manière. Emmanuel Faux, l'affaire Arafat, l'étrange mort du leader palestinien. Merci à vous, c'est aux éditions L'Archipel. Merci d'avoir témoigné dans 64 minutes sur TV5 Monde.